En 1867, dans les montagnes isolées des Ozarks au Missouri, deux frères français offraient bien plus que de l'hospitalité aux voyageurs épuisés qui frappaient à leur porte. Ce qui commençait par un simple verre d'eau se transformait en un voyage sans retour vers les ténèbres les plus profondes de l'âme humaine. Si cette histoire vous glace déjà le sang, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez aujourd'hui. Car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes risque de changer à jamais votre perception de l'hospitalité américaine du 19e siècle. Les archives du comté de Taney County révèlent aujourd'hui encore des témoignages troublants sur l'auberge du repos éternel, tenue par les frères Étienne et Auguste Beaumont. Mais ce qui s'est réellement passé entre ces murs de bois brut dépasse l'entendement le plus sombre. L'année 1867 marquait une période de grande reconstruction pour les États-Unis. La guerre de sécession venait de se terminer, laissant derrière elle un pays déchiré, des familles brisées et des milliers d'hommes en quête d'un nouveau départ vers l'ouest. Les montagnes des Ozarks, avec leurs vallées encaissées et leurs forêts impénétrables, attiraient tous ceux qui fuyaient leur passé ou cherchaient fortune dans les terres vierges du Missouri. C'est dans ce contexte tumultueux que les frères Beaumont, Étienne âgé de 42 ans et Auguste de 38 ans, établirent leur auberge au cœur d'une vallée reculée, à 3 jours de cheval de la ville la plus proche. Ces deux hommes, arrivés de France une décennie plus tôt selon les registres d'immigration de Saint-Louis, prétendaient avoir fui les troubles politiques de leur pays natal. Leur français teinté d'un accent des régions du nord de la France, leur connaissance approfondie des herbes médicinales et leur fortune mystérieuse avaient rapidement fait d'eux des figures respectées, bien qu'énigmatiques, de la communauté locale. L'auberge du repos éternel se dressait au confluent de deux anciens sentiers indiens, transformés depuis peu en route de commerce. La construction, imposante pour la région, s'étalait sur 3 niveaux. Le rez-de-chaussée abritait une vaste salle commune aux poutres noircies par la fumée, où les voyageurs pouvaient se réchauffer autour d'un immense âtre de pierre. Les chambres du premier étage, au nombre de 12, offraient un confort rare dans ces contrées sauvages. Matelas de plumes, draps de lin fin et même des bassines en porcelaine pour la toilette. Mais c'était au sous-sol que se cachaient les véritables secrets des frères Beaumont. Les habitants des fermes environnantes décrivaient les deux hommes comme des êtres courtois mais distants. Étienne, l'aîné, imposait le respect par sa stature et son regard perçant d'un bleu glacial. Ancien apothicaire selon ses dires, il possédait une connaissance encyclopédique des plantes médicinales et préparait pour les malades de la région des remèdes d'une efficacité surprenante. Auguste, plus petit et nerveux, se chargeait de la gestion quotidienne de l'auberge. Son sourire perpétuel et ses manières obséquieuses dissimulaient mal une nature inquiète, presque fébrile. L'établissement jouissait d'une réputation exceptionnelle parmi les voyageurs de passage. On y servait une cuisine raffinée, inhabituelle dans ces terres rudes, et surtout cette fameuse eau de source miraculeuse que les frères prétendaient puiser dans une source souterraine aux propriétés curatives remarquables. Cette eau, légèrement teintée et au goût herbacé unique, était offerte généreusement à tous les clients. Pour purifier l'organisme des miasmes du voyage, expliquait Étienne avec son sourire bienveillant. Les registres de l'auberge, miraculeusement préservés et découverts en 1892 lors de la démolition du bâtiment, témoignent d'un trafic intense. Marchands itinérants, prospecteurs en route vers l'ouest, familles de pionniers, voyageurs de commerce, tous trouvaient refuge chez les Beaumont. Mais une lecture attentive de ces documents révèle une particularité troublante. Tandis que les arrivées étaient scrupuleusement notées, avec nom, provenance et raison du voyage, les départs étaient souvent flous, incomplets, parfois totalement absents. C'est au printemps 1867 qu'un premier incident vint troubler la tranquillité apparente de l'auberge du repos éternel.
Joshua Caldwell, marchand de tissus de Kansas City, était arrivé un mardi soir avec sa carriole chargée de soieries et de cotonnades destinées au magasin de Springfield. Homme méticuleux, il tenait un journal détaillé de ses voyages d'affaires, notant chaque dépense, chaque rencontre, chaque détail de ses transactions. Son épouse, Margaret, attendait son retour pour le dimanche suivant. Quand une semaine entière s'écoula sans nouvelles, elle alerta le shérif du comté. Les recherches menées le long de la route habituelle de Joshua menèrent les enquêteurs jusqu'à l'auberge des frères Beaumont. Étienne confirma la venue du marchand, consulta ostensiblement son registre et déclara que M. Caldwell était reparti le mercredi matin, de bonne heure, après avoir mentionné son intention de prendre un raccourci à travers les collines. Un homme pressé, avait ajouté Auguste avec son sourire habituel. Il semblait anxieux de rentrer auprès de sa famille. Nous lui avons conseillé la prudence. Ces sentiers de montagne peuvent être dangereux, mais il n'a rien voulu entendre. Les recherches s'orientèrent alors vers les pistes montagneuses, sans résultat. Le journal de Joshua Caldwell ne fut jamais retrouvé, pas plus que sa carriole ou sa marchandise. Seul détail troublant découvert par les enquêteurs, un bouton de manchette en argent gravé aux initiales JC, trouvé dans le jardin potager derrière l'auberge. Interrogé, Étienne expliqua que M. Caldwell avait effectivement perdu ce bouton pendant le repas du soir et qu'Auguste l'avait retrouvé le lendemain matin, comptant le lui restituer. L'affaire Caldwell aurait pu être classée comme un simple accident de voyage, courant à l'époque si elle n'avait été suivie par une série d'événements similaires. En l'espace de 6 mois, 4 autres voyageurs solitaires, repartis tôt le matin, selon les déclarations des frères Beaumont, ne parvinrent jamais à destination. Chaque fois, la même version. Des hommes pressés, prenant des raccourcis hasardeux malgré les conseils de prudence des aubergistes. Le docteur Nathaniel Hayes, médecin itinérant qui desservait les communautés isolées des Ozarks, commença à nourrir des soupçons. Cet homme de science, diplômé de l'Université de Pennsylvanie, possédait un esprit analytique aiguisé et une expérience considérable des mystères que pouvaient recéler les contrées reculées. Lors de ses visites dans la région, il avait eu l'occasion de séjourner plusieurs fois chez les Beaumont et d'observer leurs méthodes particulières. Ce qui l'intriguait par-dessus tout, c'était cette fameuse eau aux propriétés soi-disant curatives. En tant que médecin, il avait noté que les voyageurs qui en consommaient de grandes quantités présentaient des signes caractéristiques. Dilatation des pupilles, élocution légèrement ralentie, somnolence inhabituelle, et surtout une forme d'euphorie béate qui contrastait avec la fatigue habituelle des gens de passage. Quand il avait questionné Étienne sur la composition exacte de cette eau, ce dernier avait répondu évasivement, évoquant un mélange secret d'herbes alpines de sa région natale. L'enquête du docteur Hayes prit une tournure décisive quand il découvrit, dans les archives de la paroisse Saint-Étienne de Lyon, des documents qui jetaient une lumière sinistre sur le passé des frères Beaumont. Grâce à sa correspondance avec des confrères français, il apprit qu'Étienne et Auguste n'avaient pas fui les troubles politiques comme ils le prétendaient, mais avaient été contraints de quitter précipitamment la France après qu'Étienne eût été radié de l'ordre des apothicaires pour expérimentation douteuse sur des patients sans leur consentement. Les dossiers révélaient qu'Étienne Beaumont avait développé une obsession pour les propriétés psychotropes de certaines plantes. Ses recherches, menées dans l'officine familiale de Lyon, portaient sur les effets de mélanges complexes d'opium, de belladone et d'autres substances sur la conscience humaine. Plusieurs patients étaient morts dans des circonstances troubles après avoir ingéré ces préparations expérimentales. L'enquête judiciaire avait été étouffée grâce à l'influence de la famille Beaumont, négociant prospère, mais les deux frères avaient été contraints à l'exil. Cette découverte éclairait d'un jour nouveau l'installation des Beaumont dans les Ozarks. Le choix de cette région isolée, loin de tout contrôle administratif efficace, prenait soudain une signification inquiétante.
L'auberge n'était pas seulement un établissement commercial, mais potentiellement un laboratoire clandestin où Étienne pouvait reprendre ses expérimentations en toute impunité. Le docteur Hayes entreprit alors une investigation plus poussée. Il découvrit que plusieurs voyageurs ayant séjourné chez les Beaumont avaient été retrouvés morts sur les routes environnantes, officiellement victimes d'accidents ou de brigandage. Mais un examen plus attentif des rapports révélait des détails troublants. Tous présentaient des traces d'ecchymose aux poignets et aux chevilles, suggérant qu'ils avaient été entravés et leurs effets personnels les plus précieux avaient systématiquement disparu. Plus troublant encore, le médecin remarqua que ces décès survenaient toujours à proximité de points d'eau isolés, comme si les victimes avaient été transportées puis abandonnées près de rivières ou d'étangs pour simuler des noyades accidentelles. La récurrence de ce schéma ne pouvait être le fruit du hasard. L'enquête prit une dimension encore plus sombre quand Hayes découvrit l'existence d'un ancien employé des frères Beaumont. Tom Henley, un jeune homme simple d'esprit du village voisin, avait travaillé comme homme à tout faire à l'auberge pendant plusieurs mois avant d'être brutalement renvoyé à l'automne 1866. Interrogé avec patience par le docteur, Tom révéla des détails glaçants. « Il me faisait creuser des trous dans le jardin, balbutia-t-il, les yeux fuyants. Des trous profonds, derrière la remise. Monsieur Auguste disait que c'était pour planter des arbres fruitiers, mais on n'a jamais planté d'arbres. Et puis, il y avait ces odeurs bizarres qui sortaient de la cave, comme de la pharmacie du docteur, mais en plus fort. Et des fois, la nuit, j'entendais des gémissements qui venaient du sous-sol. » Tom raconta aussi comment les frères préparaient leur fameuse eau miraculeuse. Monsieur Étienne descendait à la cave avec ses fioles et ses poudres. Il mélangeait tout ça dans de grandes jarres en parlant tout seul en français. Il goûtait toujours avant de servir aux clients, juste une petite goutte sur le bout de la langue. Puis il souriait. Un sourire qui me faisait peur. Ces révélations poussèrent le docteur Hayes à organiser une surveillance discrète de l'auberge. Il recruta 3 hommes de confiance. James Patterson, un ancien éclaireur de l'armée, Samuel Bennett, trappeur expérimenté connaissant parfaitement la région, et Michael O'Brien, forgeron du village voisin d'une force physique impressionnante. Ensemble, ils établirent un système de guet permanent permettant d'observer les allées et venues de l'auberge du repos éternel. C'est ainsi qu'ils assistèrent, le 23 octobre 1867, à une scène qui confirma leurs pires soupçons. Un marchand de bestiaux nommé Robert Fleming était arrivé en fin d'après-midi, épuisé par plusieurs jours de voyage. Homme robuste dans la force de l'âge, il avait été accueilli avec la courtoisie habituelle par les frères Beaumont. Patterson, posté dans les bois surplombant l'auberge, put observer la scène à travers une fenêtre du rez-de-chaussée. Fleming avait accepté avec reconnaissance le verre d'eau miraculeuse offert par Auguste. Mais contrairement aux autres clients observés précédemment, qui se contentaient d'une consommation modérée, le marchand, particulièrement assoiffé, vida d'un trait le grand pichet que lui avait apporté son hôte. L'effet fut presque immédiat. En l'espace de quelques minutes, l'homme passa d'un état de fatigue normale à une somnolence profonde, puis à une prostration complète. Sa tête dodelina. Ses paupières se fermèrent malgré ses efforts visibles pour rester éveillé. Et finalement, il s'effondra sur la table. Les 2 frères échangèrent un regard entendu. Auguste vérifia que leur client était bien inconscient en lui soulevant une paupière, puis ils procédèrent avec une efficacité troublante qui trahissait une longue habitude. Étienne fouilla méthodiquement les affaires de Fleming, s'emparant de sa bourse, de sa montre de gousset et de plusieurs documents. Pendant ce temps, Auguste disparut dans la cave et remonta avec des cordes et ce qui ressemblait à une civière de fortune. Patterson assista alors à une scène qui le marqua à vie. Les 2 hommes ligotèrent le marchand inconscient avec des gestes précis, presque médicaux, évitant soigneusement de laisser des marques visibles sur les poignets et les chevilles en intercalant des bandes de tissu sous les liens. Ils le chargèrent ensuite sur la civière et le transportèrent vers la cave, dont la lourde porte se referma sur eux.
L'ancien éclaireur resta en observation toute la nuit, mais aucun signe de vie ne vint troubler le silence de l'auberge. Ce n'est qu'au petit matin qu'Auguste ressortit seul de la cave, portant un seau qu'il vida dans le jardin potager avant de le rincer soigneusement au puits. 1 heure plus tard, Étienne émergeait à son tour, les vêtements impeccables, le visage serein, comme s'il revenait d'une promenade matinale. Robert Fleming ne fut plus jamais revu vivant. Cette observation directe changea la nature de l'enquête. Il ne s'agissait plus de soupçons ou de coïncidences troublantes, mais d'un témoignage oculaire d'un crime en cours. Le docteur Hayes réunit ses hommes pour planifier une action, mais la situation était délicate. L'autorité la plus proche, le shérif du comté, se trouvait à 3 jours de cheval, et les frères Beaumont jouissaient d'une réputation irréprochable auprès des autorités locales. Qui croirait les accusations d'un petit groupe d'hommes contre 2 piliers respectés de la communauté? Hayes décida d'adopter une approche plus subtile. Il se présenta à l'auberge le surlendemain, prétextant le besoin de soigner un cas de fièvre dans une ferme voisine. Son accueil fut chaleureux, comme toujours, mais il nota immédiatement plusieurs détails troublants. D'abord, l'odeur. Malgré les efforts évidents pour aérer les locaux, une odeur âcre de produits chimiques flottait encore dans l'air, particulièrement prononcée près de l'escalier menant à la cave. Ensuite, le comportement d'Auguste, plus nerveux que d'ordinaire, qui ne cessait de jeter des regards inquiets vers son frère. Mais c'est en examinant le registre des clients que Hayes fit une découverte capitale. Le nom de Robert Fleming y figurait bien, avec sa provenance et la date d'arrivée soigneusement notée. Mais contrairement à l'habitude, aucune date de départ n'avait été inscrite. Quand le médecin fit mine de s'en étonner, Étienne expliqua d'un ton parfaitement naturel que M. Fleming était reparti très tôt le matin même, avant que personne ne soit levé. Un homme pressé comme beaucoup de marchands, ajouta-t-il avec ce sourire bienveillant qui commençait à glacer le sang du docteur. Il a laissé un mot de remerciement et le règlement de sa note sur la table de la cuisine. Nous n'avons pas eu le temps de mettre à jour le registre. Ou ainsi ce récit de crime organisé vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver aux frères Beaumont. Car ce que vous allez découvrir maintenant va bouleverser votre compréhension de cette affaire sordide. L'enquête du docteur Hayes prit une nouvelle dimension quand il décida d'examiner de plus près la cave de l'auberge. Pour cela, il fallait créer une diversion qui permettrait à l'un de ses hommes de s'introduire dans l'établissement. L'occasion se présenta lors de la fête de Thanksgiving, quand les frères Beaumont organisèrent comme chaque année un grand repas pour les habitants isolés de la région. Pendant qu'Auguste s'affairait en cuisine et qu'Étienne accueillait les invités dans la salle commune, Patterson réussit à se glisser discrètement vers les escaliers du sous-sol. Ce qu'il découvrit dépassait leurs pires craintes. La cave n'était pas seulement un lieu de stockage, mais un véritable laboratoire clandestin aménagé avec un soin méticuleux. Des étagères couvraient les murs, chargées de fioles contenant des liquides de toutes couleurs, de bocaux remplis de poudre et d'herbes séchées, d'instruments de distillation complexes qui auraient fait l'envie d'un apothicaire parisien. Au centre de la pièce trônait une lourde table de bois, creusée de rigoles qui convergeaient vers un seau métallique. Des taches sombres, que Patterson identifia immédiatement comme étant du sang séché, maculaient le bois malgré les efforts évidents de nettoyage. Mais le plus troublant restait à découvrir. Dans un coin de la cave, partiellement dissimulée par une tenture, se trouvait une seconde table, plus petite, sur laquelle étaient disposés des instruments qui firent frémir l'ancien soldat. Scalpel, pince, seringue d'un modèle inconnu, et surtout, des carnets couverts de l'écriture serrée d'Étienne. Patterson eut juste le temps d'entrevoir quelques pages avant d'entendre des pas dans l'escalier. Les notes détaillées, rédigées en français, décrivaient avec une précision scientifique glaçante les effets de différents dosages de substances sur des sujets d'expérimentation. Il put lire distinctement une phrase qui le marqua à vie.
Sujet numéro 17. Augmentation du dosage de laudanum et belladone. Observation de la phase terminale. Durée d'agonie prolongée de 43 minutes. Réaction particulièrement intéressante au niveau neurologique. Patterson remonta précipitamment, le cœur battant, mais armé désormais de preuves irréfutables. Les frères Beaumont ne se contentaient pas de dépouiller et assassiner leurs victimes. Ils les utilisaient comme cobayes pour des expérimentations médicales d'une cruauté inouïe. Cette révélation changea radicalement la stratégie du docteur Hayes. Il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une affaire de brigandage, mais d'une série de crimes d'une nature si exceptionnelle qu'elle nécessitait l'intervention des autorités fédérales. Il rédigea un rapport détaillé qu'il fit parvenir au bureau des marshals de Saint-Louis, accompagné des témoignages de ces hommes et des preuves documentaires qu'il avait pu rassembler. La réponse ne se fit pas attendre. Le marshal Frederick Dawson, accompagné de 4 adjoints, prit la route des Ozarks dès réception du rapport. Mais les frères Beaumont avaient développé au fil des années un réseau d'informateurs parmi les habitants locaux et l'arrivée imminente des forces de l'ordre leur fut signalée avec suffisamment d'avance pour qu'ils puissent prendre des mesures. Quand les marshals arrivèrent à l'auberge du repos éternel, ils trouvèrent un établissement transformé. La cave avait été soigneusement nettoyée, tous les équipements compromettants avaient disparu, et les frères Beaumont les accueillirent avec une courtoisie parfaite, manifestant même une surprise indignée face aux accusations portées contre eux. « Messieurs les officiers fédéraux, » déclara Étienne avec une dignité blessée, « nous tenons cette auberge dans l'honneur et la droiture depuis 10 années. Notre réputation dans la région est irréprochable. Ces accusations infâmes ne peuvent venir que d'esprits malveillants, cherchant à ternir notre nom par jalousie ou méchanceté. » Auguste, les larmes aux yeux, ajouta sa propre protestation. « Nous avons quitté notre France natale pour trouver ici la paix et la liberté. Comment pourrait-on nous accuser de tels crimes? Nos voisins vous le diront, nous n'avons jamais fait de mal à personne. » L'enquête officielle se heurta immédiatement à de multiples obstacles. Les registres de l'auberge, soigneusement tenus, ne révélaient aucune anomalie. Les témoins locaux, questionnés un par un, confirmèrent unanimement la réputation exemplaire des frères Beaumont. Même Tom Henley, retrouvé et interrogé par les marshals, se rétracta mystérieusement, prétendant avoir été mal compris et n'avoir jamais rien vu de suspect. Seul le docteur Hayes et ses hommes maintenaient leurs accusations, mais leurs témoignages, si troublants fussent-ils, ne constituaient pas des preuves légales suffisantes pour inculper les frères. L'absence de corps, la disparition de tout élément matériel compromettant et surtout le consensus apparent de la communauté locale en faveur des accusés rendaient l'affaire juridiquement fragile. Si ce récit de crime organisé vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver aux frères Beaumont, car ce que vous allez découvrir maintenant va bouleverser votre compréhension de cette affaire sordide. L'enquête du docteur Hayes prit une nouvelle dimension quand il décida d'examiner de plus près la cave de l'auberge. Pour cela, il fallait créer une diversion qui permettrait à l'un de ces hommes de s'introduire dans l'établissement. L'occasion se présenta lors de la fête de Thanksgiving, quand les frères Beaumont organisèrent comme chaque année un grand repas pour les habitants isolés de la région. Pendant qu'Auguste s'affairait en cuisine et qu'Étienne accueillait les invités dans la salle commune, Patterson réussit à se glisser discrètement vers les escaliers du sous-sol. Ce qu'il découvrit dépassait leurs pires craintes. La cave n'était pas seulement un lieu de stockage, mais un véritable laboratoire clandestin aménagé avec un soin méticuleux. Des étagères couvraient les murs, chargées de fioles contenant des liquides de toutes couleurs, de bocaux remplis de poudre et d'herbes séchées, d'instruments de distillation complexes qui auraient fait l'envie d'un apothicaire parisien. Au centre de la pièce trônait une lourde table de bois, creusée de rigoles qui convergeaient vers un seau métallique. Des taches sombres, que Patterson identifia immédiatement comme étant du sang séché, maculaient le bois malgré les efforts évidents de nettoyage. Mais le plus troublant restait à découvrir. Dans un coin de la cave,
Partiellement dissimulée par une tenture, se trouvait une seconde table, plus petite, sur laquelle étaient disposés des instruments qui firent frémir l'ancien soldat. Scalpel, pince, seringue d'un modèle inconnu, et surtout, des carnets couverts de l'écriture serrée d'Étienne. Patterson eut juste le temps d'entrevoir quelques pages avant d'entendre des pas dans l'escalier. Les notes détaillées, rédigées en français, décrivait avec une précision scientifique glaçante les effets de différents dosages de substances sur des sujets d'expérimentation. Une page particulièrement troublante était intitulée « Classification des réactions selon les types morphologiques et l'âge ». Patterson put lire distinctement une phrase qui le marqua à vie. Sujet numéro 17. Augmentation du dosage de laudanum et belladone, observation de la phase terminale, durée d'agonie prolongée de 43 minutes, réaction particulièrement intéressante au niveau neurologique. Dans un autre carnet, plus ancien à en juger par la patine du cuir, Patterson découvrit des dessins anatomiques d'une précision macabre. Des croquis détaillés montraient l'évolution des symptômes physiques sous l'effet des différents poisons, avec des annotations minutieuses sur les modifications de la pupille, les spasmes musculaires, les altérations de la respiration. Certains dessins représentaient même des visages déformés par l'agonie, saisis avec un réalisme saisissant qui trahissait un long travail d'observation. Patterson découvrit également une série de fioles étiquetées avec un système de notation complexe. Mélange A7, efficacité rapide, trace minimale, composition B12, prolongation de la conscience durant l'empoisonnement, formule C3, simulation parfaite de mort naturelle. Chaque étiquette était accompagnée de notes manuscrites détaillant les dosages précis et les effets observés. Mais c'est dans un troisième carnet que Patterson fit la découverte la plus glaçante. Ce document, visiblement tenu à jour de manière quotidienne, contenait ce qu'Étienne appelait son registre des progrès. Chaque victime y était répertoriée non pas par son nom, mais par un numéro et une description physique sommaire. Les entrées révélaient l'évolution diabolique des méthodes du faux apothicaire. Les premières expérimentations, datant de 1859, semblaient relativement sommaires. Empoisonnement direct avec des substances classiques. Observation des symptômes jusqu'à la mort. Mais au fil des années, les méthodes d'Étienne s'étaient sophistiquées de manière terrifiante. Il avait développé des protocoles complexes combinant plusieurs poisons pour étudier leurs interactions, des techniques de réanimation partielle pour prolonger l'agonie, et même des méthodes de réveil contrôlé permettant de ramener momentanément les victimes à la conscience avant la phase terminale. Une entrée datée de 1864 révélait l'ampleur de cette perversion. Sujet 23. Application de la méthode de réveil séquentiel. Après administration de la dose principale, intervention au bout de 15 minutes avec le contrepoison partiel. Le sujet a repris conscience suffisamment pour répondre à mes questions sur ses sensations. Description précieuse de l'expérience de la mort imminente. Deuxième administration après 30 minutes d'interrogatoire. Résultat concluant pour mes recherches sur les états transitoires de conscience. Patterson sentit la nausée l'envahir en lisant ces lignes. Il comprenait maintenant que les frères Beaumont n'étaient pas de simples assassins motivés par l'appât du gain, mais des monstres d'une espèce particulièrement rare, animés par une curiosité scientifique dévoyée qui les poussait à transformer leurs semblables en objets d'expérimentation. Les pas dans l'escalier se rapprochaient. Patterson referma précipitamment les carnets et se glissa derrière une rangée de tonneaux juste au moment où Auguste descendait, portant un plateau chargé de verres vides. L'ancien soldat put observer le frère cadet s'affairer avec des gestes précis et habituels. Auguste vida les verres dans un grand bassin de métal, les rinça soigneusement avec un liquide incolore puisé dans une cruche, puis les sécha avec un linge propre avant de les ranger sur une étagère spéciale. Ce qui frappa Patterson, c'était la minutie quasi rituelle de ses gestes. Auguste ne se contentait pas de nettoyer la vaisselle, il suivait visiblement un protocole strict destiné à éliminer toute trace de contamination. Cette observation confirma les soupçons les plus sombres. Les frères utilisaient la verrerie commune pour administrer leur poison, transformant chaque repas en expérimentation potentielle.
Mais Auguste n'en avait pas terminé. Il se dirigea vers un coffre de bois dissimulé sous l'escalier et en sortit plusieurs objets que Patterson reconnut immédiatement. La montre de gousset de Robert Fleming, un porte-cigare en argent, une broche sertie de perles qui avait appartenu à une dame de passage. Le frère cadet examina ces objets avec attention, les nettoya méticuleusement, puis les rangea dans des compartiments séparés du coffre, accompagnés de petites fiches manuscrites. Patterson comprit qu'il assistait à l'archivage méthodique des trophées prélevés sur les victimes. Chaque objet était répertorié, daté, associé à un numéro correspondant sans doute au registre des progrès d'Étienne. Cette organisation maniaque révélait la dimension véritablement pathologique de leur crime. Auguste remonta finalement, laissant Patterson seul avec ses terrifiantes découvertes. L'ancien soldat profita de ce répit pour examiner plus attentivement le contenu du coffre. Il y trouva des dizaines d'objets personnels, montres, bijoux, porte-monnaie, médailles religieuses, photographies de famille. Chaque pièce racontait l'histoire d'une vie brutalement interrompue, d'un voyage qui s'était achevé dans la cave de l'auberge du repos éternel. Mais c'est au fond du coffre que Patterson fit la découverte la plus bouleversante. Une petite boîte de velours rouge contenait ce qui ressemblait à des mèches de cheveux soigneusement attachées par des rubans colorés. Chaque mèche portait une étiquette avec un numéro et une date. Patterson réalisa avec horreur qu'Étienne prélevait ses souvenirs macabres sur ses victimes, constituant une collection morbide qui témoignait de sa fascination maladive pour la mort. L'examen de ces trophées révélait aussi des détails troublants sur le profil des victimes. Les cheveux témoignaient d'une grande variété d'âge et d'origine. Cheveux gris d'hommes mûrs, boucles brunes de femmes jeunes, mèches blondes d'enfants. Cette découverte suggérait que les crimes des frères Beaumont ne se limitaient pas aux voyageurs adultes, mais touchaient potentiellement des familles entières. Patterson remonta de la cave avec ces révélations qui dépassaient tout ce qu'ils avaient imaginé. Ses compagnons et le docteur Hayes l'écoutèrent avec une fascination horrifiée. Il était désormais évident que l'auberge du repos éternel abritait l'un des crimes en série les plus méthodiques et les plus cruels de l'histoire américaine. Cette découverte changea radicalement la stratégie du docteur Hayes. Il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une affaire de brigandage, mais d'une série de crimes d'une nature si exceptionnelle qu'elle nécessitait l'intervention des autorités fédérales. Mais il comprenait aussi que la complexité de l'affaire et la sophistication des méthodes employées rendaient l'enquête particulièrement délicate. Hayes rédigea un rapport détaillé qu'il fit parvenir au bureau des marshals de Saint-Louis, accompagné des témoignages de ces hommes et des preuves qu'il avait pu rassembler. Dans ce document, il insistait particulièrement sur la dimension scientifique des crimes, soulignant que les frères Beaumont représentaient un type de criminel jusqu'alors inconnu des autorités américaines. Il ne s'agit pas, écrivait-il, de bandits ordinaires motivés par l'appât du gain, bien que le vol soit l'un des aspects de leurs méfaits. Nous sommes confrontés à des individus qui utilisent leur connaissance médicale pour transformer des êtres humains en objets d'expérimentation. Cette perversion de la science médicale constitue un danger d'une nature particulière, car elle allie l'intelligence et la méthode à la cruauté la plus absolue. La réponse ne se fit pas attendre. Le marshal Frederick Dawson, accompagné de 4 adjoints spécialement choisis pour leur expérience des affaires criminelles complexes, prit la route des Ozarks dès réception du rapport. Dawson était un homme de 45 ans, ancien enquêteur de la police de Chicago, réputé pour sa perspicacité et son sang-froid face aux crimes les plus sordides. Mais les frères Beaumont avaient développé au fil des années un réseau d'informateurs parmi les habitants locaux, et l'arrivée imminente des forces de l'ordre leur fut signalée avec suffisamment d'avance pour qu'ils puissent prendre des mesures. Ce réseau, constitué principalement de fermiers endettés envers les frères et de commerçants qui bénéficiaient de leur clientèle, fonctionnait avec l'efficacité d'un service de renseignement. Martha Fleming, la blanchisseuse secrètement éprise d'Auguste, servait d'agent de liaison principal. Cette femme de 35 ans, veuve depuis la guerre et élevant seule ses 2 enfants,
dépendait entièrement du travail que lui procurait l'auberge. Sa gratitude envers les frères, qui l'avaient aidé dans les moments difficiles, s'était muée au fil du temps en un attachement aveugle qui la rendait sourde aux rumeurs les plus inquiétantes. Quand Martha apprit par hasard, lors d'une conversation à l'épicerie du village, l'arrivée imminente des marshals fédéraux, elle courut immédiatement prévenir Auguste. Sa loyauté envers les frères était telle qu'elle ne remit pas un instant en question leur innocence, attribuant les accusations à la jalousie de concurrents commerciaux ou au ragot malveillant de personnes envieuses de leur réussite. Auguste reçut cette information avec un calme apparent. Mais Patterson, qui surveillait les abords de l'auberge, remarqua immédiatement le changement d'atmosphère qui s'opéra dans l'établissement. Dès le départ de Martha, une activité fébrile se développa dans la cave. Des bruits de déménagement, des chocs sourds, des allées et venues incessantes témoignaient d'une opération de nettoyage d'envergure. Toute la nuit, les frères travaillèrent à faire disparaître les preuves compromettantes. Ils transportèrent leurs équipements de laboratoire vers une cache préparée de longue date dans les bois environnants. Les carnets les plus compromettants furent brûlés dans l'âtre de la cheminée, à l'exception de ceux qu'Étienne jugea indispensables à la continuation de ses recherches. Les substances chimiques furent enterrées dans des jarres étanches à différents endroits de la propriété. Mais le plus gros du travail concernait l'effacement des traces physiques de leurs crimes. La table d'expérimentation fut démontée et ses éléments dispersés. Les instruments chirurgicaux furent fondus dans un petit four de fortune installé dans la cave. Les taches de sang qui maculaient le sol et les murs furent soigneusement décapées et recouvertes de chaux vives. Quand les marshals arrivèrent à l'auberge du repos éternel, ils trouvèrent un établissement transformé. La cave avait été soigneusement nettoyée, tous les équipements compromettants avaient disparu, et les frères Beaumont les accueillirent avec une courtoisie parfaite, manifestant même une surprise indignée face aux accusations portées contre eux. « Messieurs les officiers fédéraux, déclara Étienne avec une dignité blessée, nous tenons cette auberge dans l'honneur et la droiture depuis 10 années. Notre réputation dans la région est irréprochable. Ces accusations infâmes ne peuvent venir que d'esprits malveillants, cherchant à ternir notre nom par jalousie ou méchanceté. » Auguste, les larmes aux yeux, ajouta sa propre protestation. « Nous avons quitté notre France natale pour trouver ici la paix et la liberté. Comment pourrait-on nous accuser de tels crimes? Nos voisins vous le diront, nous n'avons jamais fait de mal à personne. Au contraire, nous avons toujours aidé les voyageurs en détresse et soigné les malades de la région avec nos remèdes. » Le marshal Dawson, homme d'expérience, ne se laissa pas impressionner par ces protestations. Il organisa immédiatement une perquisition méthodique de l'établissement, mais ses hommes ne trouvèrent aucun élément matériel compromettant. La cave, soigneusement inspection, ne révéla que les aménagements normaux d'un établissement hôtelier. Réserves alimentaires, tonneaux de bière, matériel d'entretien. L'enquête officielle se heurta immédiatement à de multiples obstacles. Les registres de l'auberge, soigneusement tenus, ne révélaient aucune anomalie. Chaque client était répertorié avec sa date d'arrivée et de départ. Ses paiements étaient enregistrés de manière irréprochable. Les témoins locaux, questionnés un par un, confirmèrent unanimement la réputation exemplaire des frères Beaumont. L'épicier du village, Marcus Thompson, témoigna. « Les frères Beaumont sont des gens respectables, toujours corrects dans leurs affaires. Ils paient comptant, ne font jamais de difficultés, et ils ont toujours un mot aimable pour tout le monde. Je ne peux pas croire qu'ils aient fait du mal à qui que ce soit. » Le pasteur méthodiste, révérend William Hayes, aucun lien de parenté avec le docteur, confirma cette opinion. Bien qu'il ne fréquente pas notre église, étant de confession catholique, les frères Beaumont ont toujours fait preuve d'une moralité exemplaire. Ils contribuent régulièrement à nos œuvres de charité et n'ont jamais eu le moindre différend avec quiconque dans la communauté. Même Tom Henley, retrouvé et interrogé par les Marshalls, se rétracta mystérieusement. L'ancien employé, qui avait révélé des détails troublants au docteur Hayes, prétendait maintenant avoir été mal compris et n'avoir jamais rien vu de suspect. Les frères Beaumont sont de bons patrons.
affirma-t-il avec une conviction qui sonnait faux. J'ai mal expliqué les choses au docteur. Les trous dans le jardin, c'était vraiment pour des arbres, et les bruits de la cave, c'était juste le travail normal. Cette rétractation intrigua particulièrement le marshal Dawson. L'homme expérimenté reconnaissait les signes d'un témoin intimidé ou acheté. Mais sans preuve matérielle et face au consensus apparent de la communauté locale, l'enquête piétinait. Seul le docteur Hayes et ses hommes maintenaient leurs accusations, mais leurs témoignages, si troublants fussent-ils, ne constituaient pas des preuves légales suffisantes pour inculper les frères. L'absence de corps, la disparition de tout élément matériel compromettant, et surtout le consensus apparent de la communauté locale en faveur des accusés, rendaient l'affaire juridiquement fragile. C'est alors que survint un événement qui allait faire basculer définitivement l'enquête. Le jeune Timothy Walsh, fils d'un fermier des environs, vint trouver le marshal Dawson avec une révélation stupéfiante. Ce garçon de 16 ans, passionné de chasse et connaissant parfaitement les moindres recoins des montagnes environnantes, avait fait une découverte macabre lors d'une de ses expéditions. Timothy était un adolescent à la réputation irréprochable, fils d'une famille de pionniers respectés, connu pour sa connaissance exceptionnelle de la faune et de la flore locale. Son témoignage ne pouvait être mis en doute, d'autant qu'il était manifestement bouleversé par ce qu'il avait découvert. « J'étais parti chasser l'écureuil dans les hauteurs du côté de Skull Creek », expliqua-t-il d'une voix tremblante. « J'ai suivi un vieux sentier indien que mon grand-père m'avait montré, un sentier qu'on utilise plus depuis des années. Et puis, j'ai senti cette odeur terrible, comme des animaux morts, mais en plus fort. En suivant cette puanteur, Timothy était tombé sur une clairière dissimulée au fond d'un ravin, à environ 2 milles au nord de l'auberge. L'endroit était pratiquement inaccessible, caché par une végétation dense et des éboulis rocheux. Seule une connaissance parfaite de la région permettait de le découvrir. Au début, j'ai cru que c'était un cimetière d'animaux, continua le jeune homme. Mais en m'approchant, j'ai vu que c'était différent. Il y avait des os qui ressemblaient à des os humains, des morceaux de vêtements, et puis cette odeur qui vous prenait à la gorge. Des ossements humains, partiellement enterrés sous quelques pelletées de terre et des branches, jonchaient une zone d'environ 50 mètres carrés. Mais ce n'était pas tout. Parmi les restes, Timothy avait trouvé des objets personnels. Une montre de gousset gravée RF, les initiales de Robert Fleming, des boutons de vêtements, des boucles de ceinture et surtout, enfoui sous un amas de feuilles mortes, un carnet de cuir rouge que le jeune homme avait eu l'intelligence de ne pas toucher. Le marshal Dawson, accompagné du docteur Hayes et de 2 de ses adjoints, se rendit immédiatement sur les lieux. Le spectacle qui s'offrit à eux dépassait en horreur tout ce qu'ils avaient pu imaginer. L'exhumation sommaire révéla les restes d'au moins 27 individus, hommes et femmes de tous âges, dans des états de décomposition variables. Certains corps, plus récents, portaient encore des lambeaux de vêtements qui permettaient une identification partielle. D'autres, réduits à l'état de squelette, témoignaient d'une activité criminelle s'étendant sur plusieurs années. Mais le plus troublant était l'état des restes. Plusieurs squelettes présentaient des traces évidentes de découpe post-mortem, suggérant que les corps avaient été dépecés avec une précision chirurgicale. Le docteur Hayes, malgré son expérience médicale, eut du mal à contenir sa nausée en observant ces stigmates. Des marques de scie sur les os longs, des traces de scalpel sur les côtes, des perforations régulières dans les crânes témoignaient d'interventions méthodiques effectuées après la mort. Il était évident que les victimes avaient servi de sujet d'expérimentation anatomique avant d'être amenées dans ce charnier improvisé. « Ces corps ont été disséqués de manière systématique », murmura Hayes à Dawson. « Regardez ces incisions, cette précision. Celui qui a fait cela possédait des connaissances anatomiques approfondies et des instruments chirurgicaux de qualité professionnelle. L'examen plus approfondi révéla d'autres détails troublants. Certains squelettes présentaient des fractures caractéristiques, suggérant que les victimes avaient été entravées pendant de longues périodes. Des traces d'usure sur les os des poignets et des chevilles témoignaient de liens serrés,
confirmant que les expérimentations avaient été menées sur des sujets conscients et résistants. Plus glaçante encore, plusieurs crânes portaient des traces de trépanation grossière, avec des perforations irrégulières qui ne correspondaient à aucune technique chirurgicale connue. Ces interventions barbares suggéraient des tentatives d'exploration du cerveau vivant, poussant l'horreur des expérimentations à des limites inimaginables. Le carnet de cuir rouge se révéla être le journal personnel d'Étienne Beaumont. Rédigé en français dans une écriture fine et méthodique, il contenait le compte-rendu détaillé de ce que l'ancien apothicaire appelait ses recherches sur la physiologie de la mort. Page après page, avec un détachement scientifique glaçant, il décrivait les effets de ces différents mélanges sur les victimes, notant minutieusement les symptômes, les durées d'agonie, les réactions particulières. Une entrée datée du 15 août 1866 était particulièrement révélatrice. Expérimentation numéro 23 avec le voyageur de textile de Memphis. Augmentation du dosage d'extrait de Datura stramonium. Le sujet a présenté des hallucinations particulièrement vives avant la phase terminale. Ces supplications pour voir sa famille m'ont permis d'étudier l'interaction entre terreur psychologique et empoisonnement progressif. Résultat concluant pour mes recherches sur les états modifiés de conscience face à la mort. D'autres passages révélaient l'ampleur et la sophistication croissante des crimes. Auguste se montre parfois réticent face à mes méthodes les plus audacieuses, mais il comprend la nécessité de ces recherches pour l'avancement de la science médicale. Notre isolement géographique nous offre des conditions d'expérimentation idéales, impossibles à reproduire dans un environnement civilisé. Les sujets que nous procure le trafic naturel de l'auberge constituent un matériel d'étude d'une variété remarquable. Le journal révélait aussi l'évolution des méthodes au fil des années. Les premières expérimentations, relativement simples, consistaient en l'administration de poisons classiques et l'observation de leurs effets. Mais progressivement, Étienne avait développé des protocoles d'une complexité diabolique, combinant empoisonnement chimique, intervention chirurgicale et manipulation psychologique. Une série d'entrées datées de 1865 décrivait ce qu'Étienne appelait ses expériences de résurrection contrôlée. Après administration de la dose mortelle habituelle, intervention au moment critique avec mon antidote spécial. Ramener le sujet à la conscience, alors qu'il a déjà franchi le seuil de la mort, offre des perspectives d'observation uniques. La terreur et la confusion du sujet réveillé permettent d'étudier les mécanismes psychiques de l'agonie. D'autres passages décrivaient des expérimentations sur les limites de la résistance humaine. Maintenir le sujet en état de semi-conscience pendant plusieurs jours, grâce à des dosages précisément calculés, permet d'explorer les frontières entre la vie et la mort. Les hallucinations provoquées par les alcaloïdes tropaniques, combinées à l'affaiblissement physique progressif, créent des états de conscience modifiés d'un intérêt scientifique considérable. Le journal mentionnait aussi la méthode utilisée pour attirer et sélectionner les victimes. L'eau préparée avec ma formule spéciale s'avère d'une efficacité remarquable. Le mélange d'opium, de jusquiame noir et de belladone, dilué dans les proportions que j'ai établies après de nombreux essais, provoque d'abord une euphorie légère qui met les sujets en confiance, puis une somnolence progressive qui facilite leur transport vers le laboratoire. Mais c'est dans les dernières pages du carnet que les enquêteurs découvrirent les révélations les plus terrifiantes. Étienne décrivait ses projets d'expansion de ses activités. Les résultats obtenus jusqu'à présent justifient largement l'établissement d'un réseau plus étendu d'expérimentation. J'ai pris contact avec des confrères partageant mes préoccupations scientifiques à la Nouvelle-Orléans et à Chicago. L'échange de nos méthodes et de nos observations pourrait révolutionner la compréhension des mécanismes de la mort. Le journal révélait l'existence d'une correspondance suivie avec d'autres individus partageant les mêmes obsessions scientifiques morbides. Des lettres codées étaient échangées avec des médecins peu scrupuleux de plusieurs grandes villes, suggérant que les expérimentations des frères Beaumont s'inscrivaient dans un mouvement plus large de recherche clandestine sur les limites de la condition humaine. Plus troublant encore, certaines pages contenaient des formules chimiques précises et des protocoles détaillés
qui constituait un véritable manuel de torture scientifique. Ces informations, si elles tombaient entre de mauvaises mains, pourraient permettre à d'autres de reproduire les méthodes diaboliques d'Étienne Beaumont. Face à de telles preuves, l'arrestation des frères Beaumont ne pouvait plus être différée. Mais quand les Marshalls arrivèrent à l'auberge au petit matin du 3 novembre 1867, ils trouvèrent l'établissement désert. Les deux frères avaient disparu dans la nuit, emportant avec eux leurs affaires les plus précieuses et laissant derrière eux un silence de mort qui contrastait cruellement avec l'animation habituelle des lieux. L'enquête sur leur fuite révéla rapidement la sophistication de leur plan d'évasion. Martha Fleming, interrogée avec insistance par les Marshalls, finit par avouer avoir prévenu Auguste de l'arrivée imminente des forces de l'ordre. Cette femme simple, aveuglée par ses sentiments et sa reconnaissance envers les frères, n'avait pas mesuré la gravité de ses actes. « Je ne pouvais pas croire qu'ils avaient fait du mal à qui que ce soit », sanglota-t-elle entre deux interrogatoires. « Monsieur Auguste était si gentil avec mes enfants, si attentionné quand j'étais malade. Comment aurais-je pu imaginer de telles horreurs? J'ai cru que c'était des calomnies, des jalousies de gens envieux de leur réussite. Les traces laissées par les fuyards menaient vers les montagnes du Nord, en direction de la frontière avec l'Arkansas. Mais l'examen plus approfondi de l'auberge révéla que leur fuite avait été préparée de longue date. Dans la cave nettoyée, les enquêteurs découvrirent des caches secrètes contenant de l'or, des bijoux et des documents d'identité falsifiés. Il était évident que les frères avaient prévu depuis des années la possibilité d'une fuite précipitée. Une battue fut organisée immédiatement, impliquant les forces de l'ordre des deux États et plusieurs centaines de volontaires. Le marshal Dawson divisa ses hommes en plusieurs groupes, chacun explorant une direction différente selon les pistes possibles identifiées par les traqueurs expérimentés. Mais les frères Beaumont connaissaient parfaitement la région et avaient eu plusieurs heures d'avance, ce qui leur donnait un avantage considérable. Les recherches se poursuivirent pendant 3 semaines dans les conditions les plus difficiles. L'hiver précoce de 1867 transformait les montagnes des Ozarks en un labyrinthe glacé particulièrement périlleux. La neige qui tombait drue effaçait rapidement les pistes, et les températures qui chutaient brutalement rendaient la progression des équipes de recherche de plus en plus pénible. Des indices épars étaient découverts, çà et là, alimentant l'espoir et la frustration des poursuivants. Un feu de camp abandonné dans une grotte, encore tiède quand les traqueurs l'atteignirent, suggérait que les fugitifs n'avaient que quelques heures d'avance. Des traces de pas sur un sentier boueux, parfaitement identifiable grâce aux semelles caractéristiques des bottes européennes d'Étienne, menaient vers un col rocheux avant de disparaître sur le terrain gelé. Les témoignages de montagnards isolés se multipliaient également. Old Pete McReynolds, un trappeur solitaire qui vivait dans une cabane perchée sur les hauteurs, affirmait avoir aperçu 2 hommes correspondant au signalement des frères, chargés de ballots volumineux, progressant vers le nord par un sentier de crête. Sarah Clemens, une veuve qui tenait un relais de poste isolé, confirmait le passage de 2 voyageurs français qui avaient acheté des provisions sans s'attarder. Mais chaque piste finissait par se perdre dans les méandres de cette nature sauvage qui semblait protéger les criminels. Les frères Beaumont avaient manifestement étudié depuis longtemps les itinéraires de fuite possibles, préparant des caches de vivres et d'équipements le long de routes secrètes connues d'eux seuls. Le marshal Dawson, homme méthodique, organisa ses recherches selon un plan systématique. Il établit des postes de contrôle sur toutes les routes principales menant vers les États voisins, fit surveiller les gares de chemin de fer dans un rayon de 100 milles et envoya des télégrammes d'alerte aux autorités de tout le Middle West. Des affiches « Wanted » furent placardées dans tous les bureaux de poste, commissariats et auberges de la région. La pression de l'opinion publique se faisait de plus en plus forte. L'affaire Beaumont, révélée par la presse locale, puis reprise par les journaux nationaux, provoquait un scandale d'ampleur nationale. Les citoyens réclamaient justice pour ces crimes d'une barbarie inouïe.
et les autorités politiques faisaient pression sur les forces de l'ordre pour obtenir des résultats rapides. C'est dans ce contexte tendu que se produisit un événement qui faillit compromettre définitivement l'enquête. Le gouverneur du Missouri, pressé par l'opinion publique et les journalistes, menaça de retirer l'affaire aux marshals fédéraux pour la confier à la garde nationale de l'État. Cette perspective d'une intervention militaire massive risquait de transformer la traque en battue aveugle, compromettant les chances de capturer les fugitifs vivants. Le marshal Dawson parvint à négocier un délai supplémentaire, mais au prix d'un engagement ferme. Les frères Beaumont devaient être retrouvés avant la fin du mois de novembre, faute de quoi l'affaire serait transférée aux autorités militaires. Cette pression temporelle ajoutait une dimension dramatique à des recherches déjà compliquées par les conditions climatiques et géographiques. C'est finalement un trappeur franco-canadien nommé Jean-Baptiste Leclerc qui mit fin à cette chasse à l'homme d'une manière aussi dramatique qu'inattendue. Leclerc, qui parcourait les hauteurs à la recherche de fourrures pour la compagnie de la baie d'Hudson, connaissait ces montagnes comme peu d'hommes les connaissaient. Ses origines françaises lui avaient permis de comprendre des bribes de conversation qu'il avait surprises lors d'une halte près d'un torrent gelé. « J'étais en train de vérifier mes pièges sur le versant nord de Eagle Mountain », raconta-t-il plus tard aux autorités, quand j'ai entendu des voix qui parlaient français. Dans ces montagnes, c'est pas courant, alors j'ai tendu l'oreille. Il parlait de se reposer quelque part, de trouver un abri chaud avant de reprendre la route vers le nord. Leclerc, intrigué et soupçonnant un lien avec les fugitifs recherchés, avait suivi discrètement les voies jusqu'à leur source. Il découvrit ainsi le campement des frères Beaumont, dans une grotte naturelle dissimulée au flanc d'une falaise, accessible seulement par un étroit sentier de chèvres que seuls les montagnards les plus expérimentés pouvaient emprunter. La grotte, d'une profondeur d'environ 30 pieds, offrait un abri idéal contre les intempéries. Les frères l'avaient aménagé avec un soin méticuleux. Un foyer de pierre pour le feu, des couchages de fortune, et surtout des réserves considérables qui témoignaient d'une préparation de longue date. Des sacs de vivres, des munitions, des vêtements chauds et même des livres étaient soigneusement rangés le long des parois. Mais ce qui frappa le plus Leclerc, c'était l'état des deux hommes. Étienne et Auguste, épuisés par des semaines de fuite dans des conditions extrêmes, présentaient tous les signes d'un affaiblissement physique et mental considérable. Leurs vêtements étaient en lambeaux, leurs visages creusés par la fatigue et l'angoisse, et leur comportement trahissait une tension nerveuse à la limite de la rupture. Auguste, en particulier, semblait au bord de l'effondrement psychologique. Le trappeur put l'observer se balançant d'avant en arrière près du feu, marmonnant des phrases incohérentes en français et se tordant les mains dans des gestes compulsifs. Son frère aîné tentait de le calmer, mais Étienne lui-même paraissait rongé par une angoisse qui contrastait avec le sang-froid dont il avait fait preuve pendant des années. Leclerc, chasseur et trappeur expérimenté, savait qu'il ne pouvait pas affronter seul deux hommes potentiellement dangereux, même affaiblis. Il redescendit discrètement de la montagne et se dirigea vers le poste de commandement improvisé que le marshal Dawson avait établi dans la vallée. Mais le voyage jusqu'aux autorités prit 2 jours dans les conditions climatiques difficiles, et quand Leclerc revint avec un détachement de marshals, la situation avait tragiquement évolué. En effet, pendant l'absence du trappeur, les frères Beaumont avaient pris une décision qui allait sceller définitivement leur destin. Auguste, dont l'état mental s'était encore dégradé, était entré dans une phase de délire qui mêlait culpabilité, terreur et hallucination. Il voyait les visages de leurs victimes dans les flammes du feu, entendait leurs supplications dans le vent qui soufflait dans la grotte, sentait leurs mains spectrales qui cherchaient à l'entraîner vers la mort. « Ils viennent nous chercher, Étienne », répétait-il sans cesse. « Je les vois, ils sont là, dans l'ombre. Ils veulent nous emmener avec eux. Nous ne pouvons plus fuir, ils nous rattraperont toujours. » Étienne, confronté à l'effondrement de son frère et conscient que leur capture était désormais inévitable, avait pris une résolution qui témoignait une dernière fois de sa nature diabolique.
Dans les affaires qu'ils avaient emportées lors de leur fuite figuraient plusieurs fioles de ces préparations les plus mortelles, conservées pour des usages futurs ou comme monnaie d'échange en cas de nécessité absolue. Profitant d'un moment de calme relatif d'Auguste, Étienne lui avait proposé de partager un dernier verre de leur eau miraculeuse, cette fois dosée pour être définitivement mortelle. Plutôt mourir libre que vivre en captivité, avait-il déclaré à son frère selon les témoignages ultérieurs. Nous avons vécu en hommes de science, nous mourrons en hommes de science. Auguste, dans son état de confusion mentale, avait accepté cette proposition avec une sorte de soulagement. L'idée d'échapper définitivement à la culpabilité qui le rongeait, au cauchemar qui hantait ses nuits, et à la perspective d'un procès public qui révélerait au monde entier l'ampleur de leurs crimes, lui semblait presque réconfortante. Étienne avait préparé le mélange avec le même soin méticuleux qu'il apportait à toutes ses expérimentations. Mais cette fois, il n'était pas l'observateur détaché qu'il avait été pendant des années. Il était lui-même l'objet de sa propre expérimentation finale. Cette ironie amère n'échappa pas au criminel, qui nota même dans un ultime carnet retrouvé plus tard. Expérience ultime. Observation des effets de ma formule la plus perfectionnée sur moi-même, curiosité scientifique jusqu'au bout. Les deux frères burent ensemble cette potion mortelle, Auguste vidant sa part d'un trait dans sa hâte d'en finir, Étienne savourant lentement chaque gorgée, comme s'il dégustait un grand cru. L'effet fut rapide pour Auguste, dont l'organisme affaibli par des semaines de privation et d'angoisse succomba en quelques minutes dans des convulsions atroces. Étienne, qui avait bu sa dose quelques minutes plus tard et en quantité plus mesurée pour prolonger l'observation, eut le temps de consigner ses dernières sensations dans son carnet. Ses notes, d'une précision glaçante jusqu'au bout, décrivaient avec un détachement scientifique troublant ses propres symptômes. Engourdissement progressif des extrémités, troubles visuels caractéristiques, sensation de détachement de la réalité. L'expérience subjective de la mort s'avère conforme à mes prévisions théoriques. C'est dans cet état qu'ils furent découverts par Jean-Baptiste Leclerc et le détachement de Marshall. Auguste gisait près du feu éteint, le visage déformé par l'agonie, les mains crispées sur sa poitrine dans un ultime geste de douleur. Étienne était encore vivant mais présentait tous les signes d'un empoisonnement mortel irréversible. Dans un moment de lucidité troublante, alors que les effets du poison progressaient inexorablement dans son organisme, Étienne demanda au trappeur de transmettre un message au docteur Hayes. Sa voix, affaiblie mais encore distincte, gardait cette intonation professorale qui l'avait caractérisée pendant des années. « Dites-lui » murmura-t-il entre deux spasmes, que mes recherches ne doivent pas mourir avec moi. Sous la troisième pierre du foyer de la cheminée de l'auberge, il trouvera mes véritables notes, mes formules les plus abouties, mes observations les plus précieuses. La science doit connaître ce que j'ai découvert sur les frontières entre la vie et la mort. Mes méthodes pourront servir à d'autres chercheurs plus audacieux que les conformistes de la faculté. Ces dernières paroles révélaient, jusqu'au bout, la nature profondément pervertie d'Étienne Beaumont. Même mourant, même conscient de l'horreur de ses crimes, il continuait à se percevoir comme un homme de science incompris, un pionnier dont les découvertes méritaient d'être préservées pour la postérité. Cette incapacité totale à saisir la dimension morale de ses actes témoignait d'une psychologie criminelle d'une complexité rare. Étienne Beaumont rendit son dernier souffle 1 heure plus tard, emportant avec lui les secrets de ses méthodes les plus diaboliques. Ces derniers moments furent marqués par des convulsions d'une violence extrême, comme si son propre poison se vengeait de toutes les souffrances qu'il avait infligées à ses victimes. Auguste était mort depuis longtemps déjà, libéré de l'emprise maléfique de son frère aîné, mais complice jusqu'au bout de ses crimes innommables. Le maréchal Dawson, témoin de cette agonie, nota dans son rapport « Les derniers instants des frères Beaumont constituent une forme de justice poétique. Ils ont péri par les mêmes moyens qu'ils utilisaient pour assassiner leurs victimes innocentes. Mais leur mort ne peut effacer l'horreur de leurs crimes, ni consoler les familles de ceux qu'ils ont torturés. » Le docteur Hayes,
informé des dernières paroles d'Étienne, se rendit à l'auberge accompagné du marshal Dawson et de plusieurs témoins officiels. Effectivement, sous la pierre indiquée, ils découvrirent une cache métallique contenant plusieurs carnets et une collection impressionnante de fioles soigneusement étiquetées. Ces documents, encore plus détaillés que le journal trouvé dans le charnier, révélaient l'étendue vertigineuse des expérimentations menées par l'ancien apothicaire. Les notes techniques, d'une précision diabolique, décrivaient des méthodes de torture raffinées qui dépassaient en cruauté tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Des protocoles détaillés expliquaient comment prolonger l'agonie des victimes, comment les maintenir conscientes pendant des interventions chirurgicales barbares, comment explorer les limites de la résistance humaine à la douleur et à la terreur. Un carnet entier était consacré à ce qu'Étienne appelait ses études comparatives de thanatologie. Il y décrivait méticuleusement les différentes réactions de ses victimes face à la mort selon leur âge, leur sexe, leur constitution physique et leur origine sociale. Ces observations, rédigées avec le détachement d'un naturaliste étudiant des spécimens, révélaient une déshumanisation totale qui glaçait le sang des lecteurs. D'autres documents établissaient que les crimes des frères Beaumont s'étendaient sur une période de 9 années complètes et avaient fait au moins 43 victimes identifiées avec certitude. Mais des références à des expérimentations préliminaires et à des sujets d'études occasionnelles suggéraient que le nombre réel des victimes pourrait être considérablement plus élevé. Le plus troublant était la méthode systématique employée par Étienne pour sélectionner ses cobayes humains. Il ne s'agissait pas de crimes opportunistes commis au hasard des circonstances, mais d'un système organisé et perfectionné au fil des années. Étienne tenait des fichiers détaillés sur les voyageurs de passage, notant leurs habitudes, leurs faiblesses, leur situation familiale et sociale. Il ne retenait pour ses expérimentations que ceux dont la disparition passerait inaperçue ou serait attribuée à des causes naturelles. Les carnets révélaient aussi l'existence d'un réseau de correspondance étendu avec d'autres individus partageant les mêmes obsessions scientifiques morbides. Des lettres codées, soigneusement recopiées dans les notes personnelles d'Étienne, témoignaient d'échanges réguliers avec des médecins peu scrupuleux de Chicago, de la Nouvelle-Orléans, de Boston et même d'Europe. Ces correspondances suggéraient que les expérimentations des frères Beaumont s'inscrivaient dans un mouvement international de recherche clandestine sur les limites de la condition humaine. Une série de lettres particulièrement troublantes révélait l'existence d'une société internationale pour l'avancement des sciences thanatologiques, organisation secrète regroupant des médecins, chimistes et biologistes unis par la même fascination morbide pour les mécanismes de la mort. Étienne correspondait régulièrement avec les membres de cette société, échangeant méthodes, résultats d'expérimentation et théories sur les applications possibles de leurs recherches. Ces documents établissaient aussi que les méthodes développées par Étienne avaient été transmises à d'autres membres de cette organisation criminelle. Des formules chimiques précises, des protocoles d'expérimentation détaillés et des observations physiologiques avaient été diffusés dans ce réseau souterrain, permettant potentiellement à d'autres de reproduire les horreurs perpétrées dans les Ozarks. L'enquête officielle fut officiellement classée avec la mort des 2 criminels, mais ses répercussions se firent sentir bien au-delà des montagnes du Missouri. L'affaire Beaumont, comme elle fut appelée dans les journaux de l'époque, provoqua un scandale national qui ébranla profondément la confiance du public dans les professions médicales. Des investigations furent lancées dans plusieurs États pour identifier d'éventuels complices ou imitateurs des frères Beaumont. Les autorités médicales renforcèrent drastiquement les contrôles sur l'exercice de la pharmacie et de la médecine dans les territoires isolés. De nouvelles lois furent votées pour réglementer la vente de substances dangereuses et encadrer plus strictement les pratiques médicales expérimentales. L'auberge du repos éternel fut détruite par un incendie mystérieux le 15 janvier 1868. L'enquête sur cet incendie conclut officiellement à un accident causé par un défaut de la cheminée, mais beaucoup d'habitants locaux soupçonnaient un acte volontaire destiné à effacer définitivement les traces de cette période sombre.
La destruction de l'établissement prit des allures de purification rituelle. Les flammes, alimentées par les bois secs de la construction et attisées par un vent violent, consumèrent entièrement le bâtiment en quelques heures. Les témoins de l'incendie rapportèrent des détails troublants. Des crépitements inhabituels suggérant la combustion de substances chimiques, des flammes aux couleurs étranges qui viraient du vert au violet, et surtout, une odeur âcre qui rappelait celle des laboratoires de pharmacie. Quand les flammes s'éteignirent, finalement, il ne restait plus rien de l'auberge du repos éternel que des fondations noircies et quelques pans de murs calcinés. Même la cave, théâtre de tant d'horreurs, s'effondra sur elle-même, comme si la terre refusait de conserver la trace de ces abominations. Le terrain fut rapidement abandonné et la végétation reprit ses droits avec une vigueur surprenante. En quelques mois, ronces et broussailles envahirent l'emplacement de l'ancienne auberge, effaçant presque totalement les traces de son existence. Cette reconquête naturelle frappa les esprits locaux qui y virent un signe que la nature elle-même voulait oublier les horreurs qui s'étaient déroulées en ces lieux. Le docteur Hayes, profondément marqué par cette affaire qui avait révélé les profondeurs insondables de la perversité humaine, quitta la région à l'été 1868. Il s'installa à Saint-Louis, où il consacra le reste de sa carrière médicale à lutter contre les pratiques douteuses et à promouvoir une éthique médicale stricte. Il garda précieusement les documents les plus compromettants saisis chez les frères Beaumont, mais refusa catégoriquement de les rendre publics, estimant que certaines connaissances étaient trop dangereuses pour être divulguées. Cette décision de Hayes de garder secrètes les méthodes les plus raffinées d'Étienne Beaumont fit l'objet de débats passionnés dans les cercles scientifiques de l'époque. Certains médecins et chercheurs arguaient que ces informations, si horribles fussent-elles, pourraient contribuer à l'avancement des connaissances sur les poisons et leurs antidotes, potentiellement utiles pour sauver des vies en cas d'empoisonnement accidentel. Mais Hayes resta inébranlable dans sa position. Dans une lettre adressée à l'Académie de médecine de New York, il expliqua son raisonnement. Les méthodes développées par Étienne Beaumont constituent une science de la torture et de la mort qui n'a sa place dans aucune société civilisée. Publier ces informations reviendrait à fournir un manuel détaillé à tous les esprits dérangés tentés par de semblables expérimentations. Le risque de voir ces horreurs se reproduire dépasse largement l'intérêt scientifique théorique de ces recherches maudites.